Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV, de retour dans mon setup favori que j'ai décidé comme ça de nommer pour le fun le Studio 66.6, euh, référence évidente au chiffre 6666 et aussi parce que les Bulls sont nés en 66, ils ont six trophées de champion NBA. Je trouvais que le nom était plutôt intéressant. Mais voilà, j'aime bien, voilà, j'aime bien. Euh, on va revenir sur les deux derniers succès des Bulls, sur les deux derniers matchs de 2024. Deux succès qui sont, enfin, tu peux difficilement faire plus différent comme victoire en fait. Tu as cette victoire contre les Bucks au United Center, monumentale, un des plus beaux matchs de la saison. Et tu as celle à Charlotte hier soir qui est waouh, mais qu'est-ce qu'on a regardé, qu'est-ce que c'était que ce match absolument dégueulasse. Le contraste entre les deux matchs à 2 jours d'intervalle, c'est impressionnant. Mais bon, on va donc évidemment commencer par les Bucks qu'on retrouvait au United Center 4 jours après les avoir déjà affrontés dans cette même salle et où ils nous avaient défoncé de plus de 20 points sans Giannis, sans Dame Lillard. Cette fois-ci, ils récupéraient Dame Lillard, Giannis était toujours absent, pendant que nous, on récupérait par rapport au match à Atlanta 2 jours avant, on récupérait Lonzo Ball et Matas Bouzelis qui étaient tous les deux malades et qui reviennent. On récupérait Josh Giddey, qui a été tout simplement monstrueux, monstrueux sur ce match-là, qui a sorti, pour moi, son plus beau match depuis qu'il est sous le maillot des Bulls. Et bon, je pense qu'on peut commencer par ça. Déjà, il claque son deuxième triple-double de la saison. Et on se rappelle que le match à Toronto, où il se blesse à cette cheville droite et qui lui avait fait manquer 4 matchs, il se blesse dans le milieu du troisième quart-temps et il était déjà en route pour faire un triple-double sur ce match-là. Je crois qu'il avait quelque chose comme 11 points, 9 rebonds, 8 passes, un truc comme ça. Donc tu pensais qu'il était bien parti pour en claquer un autre. Là, il revient, énorme double-double, 23 points, 15 rebonds, 10 passes décisives. Et il y a un peu de tout dans ce triple-double en fait. Déjà, il y a des points en pénétration, parce que bon, face à Dame Lillard qui défend pas vraiment, il a eu des espaces et des opportunités pour attaquer le cercle, il a eu des bonnes finitions, il s'est pas vraiment fait contrer, comme c'était beaucoup le cas en début de saison. Il a mis quelques paniers à 3 points aussi, dont un hyper clutch dans la fin de match, mais on va y revenir. Euh, D'excellentes passes, des drive and kick, où justement, soit il finissait au cercle, soit il ressortait la balle pour des shooters à 3 points ou pour Vucevic près du cercle. Et des gros, gros, gros rebonds. Quand tu vas chercher 15 rebonds, c'est que tu as été actif. Et voilà, il s'est battu tout le match, il était agressif, déterminé. On l'a vu à la lutte au rebond plusieurs fois avec Bobby Portis. Tu vois, un coup ou deux, ça a failli un petit peu se chauffer un petit peu. On connaît Bobby Portis, il lui faut pas grand-chose. Donc, mais guidé euh, était là, a répondu, l'a regardé genre, t'inquiète, je vais pas, je vais nulle part. Si tu veux y aller, on y va. Donc, gros gros match de Josh Giddey. Et sa défense, dans tout ce qu'il a fait dans ce match-là, c'était de grande grande qualité. Et il l'a dit après le match, il sait qu'il n'est pas élite défensivement, mais il veut pas être un maillon faible de ce côté-là pour l'équipe. Et il veut faire en sorte que le gars qui est en face de lui lui rende la vie le plus difficile possible. Il conteste les shoots, etc. Et, euh, et c'est pour ça que je pense qu'il a signé son meilleur match depuis qu'il est chez les Bulls, parce qu'il a été extrêmement actif à ce niveau-là. On l'a vu être bien placé pour couper les lignes de passe. Il restait devant son gars sur les 1 contre 1. Il a fait quelques contests, quelques déviations. Il a anticipé plein de choses. Donc franchement, gros, 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 gros match de sa part. Donc pourvu que ça dure, on a déjà vu des matchs assez similaires, des performances assez similaires de sa part, où il rentrait quelques 3 points ouverts, où il allait mettre quelques lay-ups, provoquer des lancers, où il faisait quelques contests défensifs intéressants. Et derrière, il y avait des autres matchs où il laissait tout passer, il était là comme ça. Donc voilà, ce serait beaucoup plus plaisant. C'était super, c'était super. Mais ça le serait encore plus si on voyait ça de manière plus régulière et pas un match de temps en temps. Tu vois, un match comme ça, et puis le match d'après, le match à Charlotte, où c'est un peu plus laborieux. Mais là, pour le coup, c'était pas le seul à connaître un match beaucoup plus laborieux 2 jours plus tard à Charlotte. Donc, euh, mais c'est vrai que ce match contre les Bucks, ça a été un match qui était hyper agréable à suivre. Honnêtement, c'était serré, disputé jusqu'au bout, gros gros niveau, deux équipes qui se répondent vraiment coup pour coup.
Et puis voilà, les Bucks, c'est quand même une équipe en confiance en ce moment, même si Giannis et Lillard ont manqué pas mal de matchs dernièrement, bah, ils ont remporté la NBA Cup. Euh, Ils remontent petit à petit après un début de saison compliqué. Alors c'est sûr, c'est plus facile quand Giannis n'est pas là, mais on a été capable de vraiment profiter des espaces, attaquer le cercle, aller vraiment leur mettre des points dans la raquette. On en a mis 56 dans leur raquette. Et on sent que c'est un vrai, sur ce match-là, c'était un vrai focus de la part des Bulls. Pas de se dire, ok, d'habitude on prend 40 et quelques tirs à 3 points, là on va continuer. Non, on voit qu'il y a une brèche à l'intérieur, on profite de ça, on va exploiter ça. C'était un match que j'ai trouvé vraiment intelligent à ce niveau-là. Et donc voilà, on est allé, on a moins pris de 3 points que d'habitude, on est allé plus se focaliser dans l'attaque du cercle, on a provoqué pas mal de lancers. Comme je disais, on a mis 56 points dans la raquette, donc c'était une belle adaptation. C'était pas juste, bon, bah, on doit shooter plus de 3 points, donc on bombarde. Non, là, il y a autre chose à faire, on va le faire. Et ça a été très très bien fait, quoi. Encore une fois, le match à Charlotte, on peut pas en dire autant. Mais bref, euh, il y a pas mal de perfs individuelles vraiment intéressantes sur lesquelles revenir sur ce match contre les Bucks. En premier lieu, tu peux parler de Torrey Craig, qu'on a vu parfois dans des 5 small balls. C'est vrai qu'il manquait Jalen Smith sur ce match-là. Euh, Donc, on a dû un peu innover en termes de pivot. Donc, on a eu des 5 small ball quand Vucevic était sur le banc parce qu'on n'a pas pu rappeler Sanogo parce que le forfait de Jalen Smith était de dernière minute. Et les Windy City Bulls jouaient quasiment à la même heure et ils étaient en déplacement. Donc, tu pouvais pas rappeler Sanogo, c'était trop tard. Donc, du coup, on a un petit peu innové. Tu as eu des 5 small ball avec Patrick Williams, parfois en 5, parfois avec Torrey Craig. Et Torrey Craig a été excellent. Il a été excellent. Dès qu'il est rentré en jeu, il a mis 2 paniers à 3 points de suite pour étirer les défenses, faire en sorte que Brook Lopez vienne un peu sur lui. Et du coup, ça donne plus d'espace aux autres pour attaquer la raquette. Et ça a profité à des joueurs comme Kobe White, etc. Euh, et voilà, on en avait parlé dans le match contre Atlanta où Javon Carter, qui jouait très peu, euh, bah voilà, là il a eu une opportunité, il a été excellent. Torrey Craig, avant ce match à Atlanta, il avait joué 0 minute en mois de décembre. Il rentre contre Atlanta, il est très bon. Il rentre là contre Milwaukee, il est excellent, il fait des bonnes différences. Euh, et à Charlotte aussi, il a été excellent, mais pareil, on va revenir sur ce match-là après. Donc voilà, les vétérans font le taf quand on les appelle. Euh, Exemple incroyable pour tous les jeunes. Ça fait partie un petit peu du développement. Voilà, le développement, c'est pas juste donner 30 minutes tous les soirs à Terry, Matas et Phillips. Ce serait bien qu'ils aient plus de temps de jeu, je pense qu'on est tous d'accord. Mais il y a aussi les autres trucs, tu vois, regarde, les mecs ils jouent pas, mais ils sont prêts. Et il faut avoir ça. Donc voilà, c'est un super exemple à montrer à nos plus jeunes, quoi. Clairement, Craig et Carter ont fait de très très bonnes choses sur les derniers matchs. Tu aimerais ne pas avoir besoin qu'ils jouent tant que ça. Tu préférerais que ce soit d'autres qui jouent, éventuellement, quand il y a des absents. Mais au moins, il y a ce côté-là de se dire, tu vois la leçon qui te donne là, regarde, apprends et fais la même chose, quoi. Donc, au moins, ça peut servir à ça pour les plus jeunes. Kobe White, honnêtement, je pense que là, on avait dit qu'il avait été bon à Atlanta, mais alors sur ce match contre les Bucks, bah, c'est un de ses meilleurs matchs depuis très longtemps. On aurait dit le Kobe de l'an dernier, des attaques du cercle dans tous les sens, ses dribbles et ses handles qui rendent fou son adversaire direct, de bien meilleurs choix dans ses shoots. Et comme un symbole, c'est lui qui rentre le gros gros shoot à 30 secondes de la fin, qui met les Bulls devant 113-111. Et derrière, on arrive à mieux gérer la fin de match. Mais tout le long, il a été capable de faire des bons choix à balle en main. Euh, donc il a été sur sa lancée du match à Atlanta où tu voyais déjà du mieux. Et là pareil, voilà, entre ses stats, entre ses choix de shoot, ses décisions balle en main, voilà, il a été beaucoup, beaucoup plus efficace. Dans le clutch aussi, il a mis quelques paniers importants sur la fin, il n'a pas été le seul. Mais voilà, tu sors d'un match à Atlanta où, sur les 6 dernières minutes 30 du match, tu passes de plus 17 à moins 8, tu fais des choix offensifs dégueulasses dans le money time, tu perds énormément de ballons, de l'autre côté, tu défends rien, et 2 jours plus tard, contre les Bucks, tu sors un money time totalement différent en fait. Totalement différent où les choix sont bien, bien plus solides. Défensivement, tu fais des stops avec Kobe White, mais avec aussi Patrick Williams, avec Josh Giddey. Et on va parler de Patrick Williams parce que lui aussi, il s'est distingué sur ce match avec d'abord un gros taf défensif. On l'a vu mettre du physique.
On l'a vu voilà, bien couper les drives adverses. Il a mis des paniers importants aussi. Il a attaqué le cercle avec pas mal d'énergie, de détermination. Et puis, voilà, il a mis ce panier important en fin de match où, un peu avant le panier de Kobe White, il y a cette situation où il intercepte un ballon. En fait, Josh Giddey vient faire l'aide, ça perturbe le porteur de ballon. Patrick Williams récupère la balle, file en contre-attaque, met un lay-up important. Euh, voilà, donc lui aussi a été important sur ce match-là. Et c'est le deuxième match de suite aussi où il joue plus que la limite de minutes qu'on lui avait donnée depuis son retour de blessure. Et donc voilà, il monte petit à petit en puissance. C'est pas toujours ouf, il y a des moments creux, notamment en attaque, où tu as l'impression que pendant 15-20 minutes, tu le vois pas, il prend pas un shoot. Mais il a fait le taf défensivement face à une équipe où le secteur intérieur, même sans Giannis, reste costaud avec Portis, avec Lopez, etc. Voilà, il a fait de bonnes choses, quoi. Donc, ça a été un match quand même où on a vu pas mal de bonnes performances individuelles qui ont aidé le collectif à vraiment aller chercher cette victoire importante quand même et une victoire vraiment de qualité. J'insiste là-dessus parce qu'on a vraiment super bien joué tout le long. On a mené parfois de 10, 12, 13 points. On n'a jamais craqué quand les Bucks ont fait un retour dans le quatrième quart-temps, alors que c'est ce qu'on avait fait contre Atlanta 2 jours avant. Donc voilà, il y a vraiment des trucs sympas à mettre en avant sur ce match-là. Et donc une belle, belle victoire à domicile. Un peu comme celle contre Boston 10 jours avant à Boston. C'est des matchs, voilà, quand en fin de saison on se dira il y a quand même quelques matchs où on s'est régalé. Voilà, le match à Boston, celui-ci contre les Bucks, voilà, ils seront dans la liste, clairement, quoi. Maintenant, maintenant, faut parler du match à Charlotte. Et ça, par contre, c'est un peu plus laborieux. Déjà, on va quand même faire un petit point blessure, parce qu'on nous avait parlé de Dayo Dosunmu qui a été blessé au talon d'Achille. Finalement, c'est le mollet, donc du coup, ça change d'un jour à l'autre, c'est extraordinaire. Le super staff médical des Bulls. Mais bref, réévaluation d'ici la fin de semaine, parce qu'ils ont dit 10 jours, mais maintenant, bon, bah, ça fait déjà quelques jours, donc on devrait savoir ça peut-être samedi pour la D-Rose Night au United Center contre les Knicks, ou dimanche, même si le lendemain, je pense qu'ils seront plutôt en jour de repos. Mais bref, réévaluation, voilà, d'ici la fin de semaine pour Yodo Sunmu qui va manquer bah, donc tous les matchs d'ici là, et peut-être un petit peu plus suivant comment ça évolue pour lui. Jalen Smith a loupé le match donc contre les Bucks, est revenu pour ce match à Charlotte. Il avait un petit souci, je crois que c'était une cheville. Mais c'est la quatrième fois cette saison qu'il manque un match et puis il revient. Donc voilà, c'est des petites alertes, mais rien de bien plus grave. Donc c'est plus du repos, de la précaution qu'autre chose, j'ai l'impression. Donc ma foi, pourquoi pas. Surtout qu'on a réussi à bien gérer sans lui sur ce match contre les Bucks. Donc à Charlotte, pour terminer l'année 2024, et bordel, qu'est-ce qu'on l'a terminé en beauté cette année 2024. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce match qu'on a vu. Qu'est-ce que c'est que ce match qu'on a vu. D'une dégueulasserie sans nom. Une horreur, mais une horreur incroyable. Des deux côtés, hein, les deux équipes. Hein. C'était catastrophique. Catastrophique. Waouh. Les Hornets, il leur manquait encore une fois la Melo Ball, donc il n'y a toujours pas eu d'opposition entre Lonzo Ball et la Melo Ball. D'ailleurs, je crois qu'il disait que depuis que les deux sont en NBA ensemble, ils se sont affrontés que 3 fois. Donc c'est vraiment très très peu, dont une fois depuis que Lonzo est aux Bulls. Avant ça, c'était quand il était aux Pelicans. Euh, donc il manquait Lamelo Ball, il manquait Brandon Miller, il manquait Cody Martins. Donc il manquait vraiment plein de joueurs du côté des Hornets qui sont déjà pas très bons à la base, mais en plus voilà, il leur manque beaucoup de monde. Et donc côté Bulls, Ayo était absent, on l'a dit. Et en plus, sur ce match-là, Zach LaVine, forfait de dernière minute avec une blessure à un orteil où en fait euh, quelqu'un a marché dessus par inadvertance dans le match contre les Bucks. Et quand ils ont fait le shoot-around avant le match contre Charlotte, ça s'est un petit peu empiré. Donc du coup, ils n'ont pas pris plus de risques que ça. Et donc ça donne beaucoup d'absents. Et ça donne surtout un match où non seulement on est allé en prolongation parce que c'était tellement dégueulasse qu'on s'est dit pourquoi pas en mettre 5 minutes de plus. Hein, et surtout, on s'est farci un match où bah, du coup, Michael Bridges a pris 32 shoots, dont 13 à 3 points. Et en face, Kobe White en a pris 24 pour en mettre seulement 8 déjà. Et en plus, un affreux, un immonde 1 sur 11 à 3 points. Où, du match contre les Bucks, où il a fait plein de bons choix dans sa sélection de tirs.
Et là, tout le contraire, des shoots dégueulasses, euh, 1 mètre derrière la ligne à 3 points alors qu'il reste 15 secondes sur le chrono, euh, des trucs, mais oh, lamentable. Donc voilà, Bridges, Kobe White en principaux shooters sur ce match-là. Phillips qui est titulaire en l'absence de Zach LaVine. Et Phillips, en fait, dès qu'il est titulaire, il a du mal, hein. Waouh, il a joué que 11 minutes et il a galéré. Il a galéré. Les deux équipes, elles ont shooté en dessous des 42% au shoot. Hein, les Bulls, ils ont shooté, je crois, à genre 38%. Les Hornets à 41%, 41,2% au shoot. Les Bulls ont shooté à 30% à 3 points en prenant 60 tirs à 3 points. Ils en ont mis 18, ça fait 30%. Les Hornets ont shooté à 23,3% à 3 points. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? On a gagné ce match. Il a fallu aller en prolongation pour ça, mais on l'a gagné 115-108. Mais bordel de merde, qu'est-ce qu'on a regardé? Ça fait 28 ans que je regarde du basket, franchement. J'en ai vu des matchs absolument ridicules. Je pense que celui-ci rentre dans le top 10. Quelle horreur. Quelle horreur, putain. Surtout quand tu enchaînes après ce match génial contre les Bucks où tu t'es régalé et tu arrives sur le dernier match de l'année, tu te dis, bon, bah c'est leur net, ils sont diminués. En dernière minute, tu apprends que Zach LaVine n'est pas là, mais tu te dis, merde, quoi. Allez, on va quand même pas se faire emmerder par. Bah si, bah si, bah si. Je sais vraiment pas quoi dire en fait sur ce match-là. Il n'y a pas. Allez, on a pris 27 lancers francs. Ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est une bonne chose. Sauf que, bah, quand tu as pris 60 tirs à 3 points, tu aurais pu espérer qu'il y ait un peu plus de modifications, de changements, ou peut-être un peu plus tôt te dire, euh, on va peut-être faire autre chose, parce que les 3 points, ça rentre pas. Surtout quand donc Patrick Williams en met un très tôt dans le match, et derrière, tu en enchaînes 13 loupés à la suite. T'en mets pas un avant le deuxième quart-temps où c'est Terry qui brise la série, mais t'en loupes 13 de suite. Et enfin, je sais pas, ce match-là, il était vraiment affreux. Mais tellement l'opposé du match contre les Bucks, où en termes de rythme, en termes de choix, en termes de décision balle en main, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Euh, j'ai kiffé Torrey Craig sur ce match-là, qui n'a pas joué avant la deuxième mi-temps. Première mi-temps, pas là du tout. Mais comme on a été super mou en début de match avec notre 5 qui était dégueulasse, et super mou aussi au début du troisième quart-temps avec notre 5 qui était dégueulasse, où on a perdu plein de ballons et tout, c'était affreux. Torrey Craig est rentré, Donovan a dit bon bah on va tenter d'autres trucs, on va mettre Torrey Craig. Torrey Craig, excellent. Excellent. Il a joué 21 minutes, donc en deuxième mi-temps plus la prolongation. 18 points, 6 sur 10 au shoot, 5 sur 7 à 3 points. Son meilleur total de points depuis qu'il est au Bulls, 18 points quand même. Super défense, actif, etc. Et c'est assez fou de se dire que le titulaire à son poste, Patrick Williams, qui n'a pas fait un match affreux, loin de là, mais qui a joué 11 minutes de plus que lui, et bien il a des stats qui sont moins. Bon, il a mis 17 points, c'est un point de plus. Il a mis 5 poignées à 3 points aussi, mais il a pris 3 rebonds. Enfin voilà, je veux pas trop faire une comparaison Patrick Williams, Torrey Craig, mais en 11 minutes de moins, Torrey Craig a fait quasiment les mêmes stats avec un meilleur apport défensif et plus de rebonds. Donc voilà, mais encore une fois, Patrick Williams, son match n'a pas été affreux. C'est juste que j'ai trouvé que ça. Il a mis des 3 points. Ouais, il a mis ses 3 points. Parfois à des moments importants aussi, en fin de match, en prolongation aussi. Mais sa défense a été quand même beaucoup moins impressionnante que le match face aux Bucks, par exemple. Tu vois, où là, il était quand même plus souvent à la rue, alors que bah, tu, tu- au départ, tu te dirais, s'il y a un match où tu as le plus l'occasion de briller en défense, c'est quand même celui contre les Hornets par rapport à celui des Bucks, quoi. Mais non, c'est que Patrick Williams, il aime pas faire les choses comme tout le monde, donc voilà, c'est un peu compliqué. J'ai beaucoup aimé le match de Lonzo Ball, par contre, qui joue de plus en plus. Il a joué 25 minutes sur ce match-là, plus 25 au plus minus. Tu sens qu'il est moins gêné au niveau de son shoot. Tu l'as vu beaucoup plus finir son shoot avec son poignet plutôt que vraiment dégainer à fond. Donc tu sens que peut-être ça va un peu mieux à ce niveau-là aussi parce que c'est une blessure qui l'a pas mal gêné depuis qu'il est revenu. Euh, mais voilà, j'ai beaucoup aimé Jalen Smith aussi, qui revenait, qui a claqué un énorme dunk au début du quatrième quart-temps, qui a fait des bons tafs sous les deux cercles, protection du cercle, des rebonds, des contres. Euh, mais voilà, là je te parle de Craig, Lonzo Ball, Smith, c'est les mecs du banc. C'est les mecs du banc, parce que notre 5 de départ a été mais dégueulasse. L'entame du match, elle a été pourrie.
Seth Curry qui met 12 points de suite, parce qu'il met des 3 points où il est tout seul, des lay-ups où on le laisse aller au cercle, il n'y a personne sous le cercle pour faire une protection. Euh, le début du troisième quart-temps, on enchaîne les pertes de balles et pareil, on laisse les mecs partir. Enfin, notre 5 de départ hier, t'as l'impression qu'ils s'en battaient les couilles. Ils sont arrivés, il n'y avait pas d'énergie, pas concentré, pas focus sur ce qu'ils faisaient, pas de communication en défense, on laissait tout passer. Il y a un mec qui s'appelle Simpson qui met un lay-up, il intercepte la remise en jeu, boum, il met un lay-up avec la faute. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Dès qu'on attaque le cercle, on se fait bâcher par Mark Williams ou Nick Richards. Je connaissais pas. Bon, bah ok. On loupe 13 tirs à 3 points de suite. On perd des ballons dans tous les sens. Phillips, qui est titulaire, qui joue que 11 minutes. Kobe, ok, il finit quasiment en triple-double sur ce match-là. 29 points, 10 rebonds, ce qui est son record en carrière. 9 passes décisives. 8 sur 24 au shoot. 1 sur 11 à 3 points. Kobe. Plus des ballons perdus dans tous les sens. Tes titulaires à l'arrière sur ce match-là en l'absence de Zach. Kobe, Josh Giddey. Josh Giddey, 4 sur 16 au shoot, 1 sur 9 à 3 points. Alors ouais, il y a des passes décisives, il y a des trucs en défense, machin. Les deux ont quand même cumulé 12 sur 40 au shoot et 2 sur 20 à 3 points. Waouh! Waouh, bro! De quoi on parle? De quoi on parle? Qu'est-ce que c'était que ce match? Qu'est-ce que c'était que ce match? Vucevic, 6 sur 14 au shoot. Des fois, il se retrouve en post-up. Il y a des mismatchs. Il est gardé par Michael Bridges. Tu crois qu'il le défonce? Non, je ressors la balle pour un tir à 3 points qui va finir en brique. Sans déconner. Qu'est-ce qu'on a regardé? Qu'est-ce qu'on a regardé? C'était quoi ce projet? C'était quoi ce projet? C'est vraiment pas un match où tu as avancé dans quoi que ce soit, quoi. Tu cherches à gagner, tu es à Charlotte, bon, tu te dis on devrait le gagner, on le gagne, il a fallu quand même aller en prolongue, il a fallu faire jouer des mecs que tu n'étais pas censé faire jouer à la base. Donc voilà, tu fais jouer des Torrey Craig, etc. Ça prend des minutes à tes plus jeunes que tu veux faire développer. Encore une fois, il suffit pas juste de leur donner 30 minutes chacun, mais il y a- ils jouent de moins en moins. Phillips, il joue de moins en moins. Matas, il joue de moins en moins. Et surtout, là, il a joué 11 minutes. Il n'y en a que deux dans la deuxième mi-temps, plus la prolongation. Donc voilà, tu le vois essentiellement au deuxième quart-temps. Matas, et derrière, tu le vois plus. Terry, voilà, il a eu des passages sympas, mais enfin, voilà, il a joué 20 minutes, quoi. Il te manque Zach et Ayo, tu peux pas leur donner plus de minutes? Non, ah non, faut les donner à Torrey Craig, à Talen Horton-Tucker. Mais ils ont fait des bonnes choses. Talen Horton-Tucker, il a fait des bonnes choses sur ce match-là aussi. Il a produit, il a plus 20 en plus minus en 20 minutes. Voilà, il a fait 3 interceptions, 2 comptes, 3 passes. Enfin, tu vois, il a un peu noirci la feuille de stats. Donc, qu'est-ce que tu veux dire? Les mecs qui rentrent, ils ont de l'impact. Si Phillips, il n'a pas d'impact, si Terry, il n'a pas d'impact, au bout d'un moment, tu es obligé de tester autre chose, quoi, si tu veux vraiment gagner le match. Et c'est vraiment ce que les Bulls sont en train de faire. Et donc, on essaie de gagner des matchs. Pourquoi? Dans quel but? Pour pas aller à la draft, quoi, pour perdre notre pic de draft, j'en sais rien. Toujours est-il qu'on est à 15 victoires, 18 défaites pour terminer cette partie 2024 de la saison. Et là, on va à Washington mercredi soir pour débuter la partie 2025 de la saison. Donc voilà, équipe dégueulasse. Donc on continue de battre les équipes qui sont devant nous dans la course au tanking, qui sont les équipes qu'on- dont on devrait être plus proche si on veut vraiment garder notre pic, mais j'ai l'impression que les Bulls s'en foutent. Encore une fois, je l'ai dit dans une des dernières vidéos, et Zach Lavine l'avait dit après la victoire à Boston, les joueurs et les coachs ne tankent pas. Et c'est pas dans leur intérêt, c'est pas à eux de faire ça. Mais les dirigeants, c'est eux qui mettent l'équipe en place, qui disent à Billy Donovan, bah voilà, c'était 15 gars cette saison, développe les jeunes, voilà. Mais si les dirigeants continuent de garder Zach, continuent de garder Vooch, et si personne vient les chercher, parce que c'est toujours pareil, il faut que quelqu'un vienne les chercher aussi. Il y a eu des rumeurs à droite à gauche, mais est-ce qu'elles sont vraiment fondées? On n'en sait rien. Toujours est-il que pour l'instant, ils sont là, et tant qu'ils sont là, bah, les Bulls vont essayer de gagner des matchs. Et plus ça prend du temps, et plus on va être en retard si on décide. Parce que si on se décide après la deadline, ou à la deadline, parce qu'on a enfin fait des trades, de se dire, bon, bah maintenant, on va tanker, on va essayer de garder notre pic, mais peut-être que ce sera trop tard d'ici là. C'est maintenant qu'il faut que ça bouge, quoi. Donc bon, on va pas repartir sur ça, parce que j'ai déjà fait plein de vidéos pour parler voilà, le tanking, etc. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est que c'est les dirigeants qui doivent le faire. C'est pas aux joueurs de faire ça. Donc on va voir mercredi à Washington. Et ensuite, on va plutôt se focaliser sur ça, parce que c'est ça qui est quand même le plus cool. C'est samedi.
United Center, réception des Knicks, Derrick Rose Night, euh, plein de trucs qui vont être prévus pour fêter Derrick Rose qui a annoncé sa retraite en début de saison. Peut-être qu'ils vont lui signer un contrat d'un jour pour partir en tant que joueur des Bulls. Ce sera sûrement annoncé le jour même ou la veille. Euh, il y a déjà voilà, plein de trucs qui sont annoncés pour ce match United Center. Il y a des roses qui vont être distribuées aux 5000 premiers fans qui seront au match. Il y a plein d'hommages qui vont être rendus. Il y aura une exhibition dans l'atrium du United Center avec plein d'objets de collection qui reviennent sur la carrière de Derrick Rose. Et là, ils ont posté une vidéo hier sur la chaîne YouTube des Bulls où tu as Derrick Rose et Joakim Noah qui regardent des vidéos de leurs meilleurs moments ensemble aux Bulls. Ça peut être des matchs, ça peut être pendant des déplacements, ça peut être plein de trucs différents. C'est des super souvenirs, c'est des grosses séquences émotions de se rappeler un peu voilà, d'Eric Rose, Noah et leur amitié, leur connexion, voilà, ce qu'ils ont vécu ensemble. Et c'est une vidéo vraiment, vraiment balèze. Donc, euh, toute la semaine là, on va avoir droit à du Derrick Rose et ça va être génial. Ça va être génial, ça va nous rappeler plein de souvenirs. Euh, Évidemment, les Bulls vont jouer sur ça, sur la fibre un petit peu souvenir, nostalgique, mais en même temps, pourquoi pas? Pourquoi ne pas le faire, hein? Donc, on va, on va aller jusqu'à samedi avec plein, plein, plein de souvenirs dans la tête, et puis ça va en créer plein d'autres samedi. Ensuite, ça va être un peu plus, ça risque d'être un peu plus tristoun, suivant comment on décide de regarder cette saison. Mais on va voir, on va voir. Donc voilà, déplacement à Washington, 1er janvier 2025, réception des Knicks avec la Derrick Rose Night samedi soir. On va suivre tout ça évidemment. Live tweet pour le match à Washington mercredi soir. D'ici là, évidemment, profitez bien hein, de ces fêtes du Nouvel An. Abusez pas trop au niveau boisson, hein, soyez responsables quand même, hein, qu'il n'y ait pas trop de conneries. Et puis, ben, tous mes meilleurs voeux pour 2025. Une excellente année. On sait que ce ne sera pas forcément le cas pour les Bulls. On va espérer qu'il se passe quelque chose de positif, qu'on garde notre pick top 10, etc. Que, voilà, ça ne prend pas le chemin, mais on sait jamais, on sait jamais, tout peut arriver encore. Mais il y a quand même de grandes chances que pas grand chose se passe quand même. Malgré tout, hors Bulls, hein, excellente année à vous tous, la santé, tout ce que vous voulez, tout ce qui peut vous arriver de mieux. Et puis on se retrouve bah, voilà, très très bientôt pour continuer de parler de cette franchise décidément pas comme les autres. Voilà. Allez, grosse bonne année à vous tous, des bisous et on se retrouve très très bientôt. Ciao, go Bulls.